Il me fait grand plaisir de vous parler d'un sujet très important qui, à mon opinion, est très souvent négligé. J'aimerais vous parler de la neurologie du sommeil et également de la théologie du sommeil. Pourquoi c'est important? Parce que, écoutez, vous allez probablement dormir environ un tiers de toute votre vie. Donc, une occupation qui requiert un tiers de notre vie, c'est certainement quelque chose dont on devrait parler au moins un peu. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés avec le sommeil? Quelles considérations bibliques pouvons-nous avoir face à cela? Et maintenant, si on dort un tiers de notre vie, vous ne serez certainement pas surpris de savoir que ça a un impact au niveau de notre corps, le sommeil. Il est connu dans le milieu médical que le sommeil, c'est à bien des égards l'architecture de la santé. C'est à bien des égards une des pierres de fondation de la santé. Quelqu'un qui n'a pas un bon sommeil va être fragilisé à plein d'égards. Donc, j'aimerais donner quelques grandes lignes à ce sujet-là, d'autant plus que parfois, il y a des gens qui n'ont pas une bonne hygiène de vie et qui sous-estiment l'importance du sommeil. On en a parlé tellement souvent, le corps a un impact sur notre âme. Donc, quand quelqu'un dort mal, devient malade, c'est pas une disposition qui est adéquate au niveau de la foi. Quand ça peut être évité. Le Seigneur veut quand même qu'on prenne soin de notre corps et puis qu'on cherche à être des bons intendants de tout ce qu'il nous donne. On définit le sommeil habituellement comme un état physiologique caractérisé par une diminution de la réactivité. En d'autres mots, les sens, un stimulus sensitif. Donc, l'ouïe, l'odorat, la vue, c'est bien sûr que quand on dort, on va... si quelqu'un crie à côté de nous, il y a une alarme, on va certainement se réveiller pour la plupart d'entre nous, mais on va être peut-être insensible si quelqu'un chuchote à côté ou si quelqu'un fait cuire un repas, ça sent un peu... Il y a vraiment une diminution, pas une absence, une diminution de la réactivité, également au niveau de la réponse motrice. Il y a une diminution de la conscience, on est moins conscient du temps qui passe. Et puis, quand on se réveille, il y a une réversibilité qui est très rapide. Combien d'heures de sommeil avez-vous besoin? La réponse est variable. Oui, c'est variable d'un individu à l'autre, mais il est reconnu habituellement qu'un bébé, ça doit dormir beaucoup au début. Un nouveau-né, on parle de 16 à 18 heures par nuit ou par jour, si vous aimez mieux. C'est quand même la majeure partie de la journée. Enfants et adolescents, on parle de 9,5 heures par nuit. Et adultes, c'est variable. Entre 7 à 9 heures, on dit que c'est le nombre d'heures qui est nécessaire. Peut-être que vous avez déjà entendu parler qu'on dort trop et puis qu'en réalité, on a besoin seulement de 3 ou 4 heures par nuit, puis que c'est un genre de mythe qu'on a besoin de 7, 8, 9 heures. Sachez que la plupart des recherches médicales en neurosciences ne semblent pas appuyer cette théorie qu'on entend parfois, mais qui ne semble pas être pratiquée par plusieurs personnes. Les personnes âgées, on parle de 7 à 8 heures par nuit, donc un peu comme les adultes, mais un peu moins. Maintenant, je vais vous parler des 5 phases du sommeil, mais depuis 2008, il y a la phase 3 et 4 qui ont été jumelées ensemble au niveau de l'Association américaine du sommeil. Donc, vous allez peut-être voir 4 phases dans certains livres, chez certains auteurs, 5 phases ailleurs. Sachez que les phases vraiment 1 et 2 et 5 sont similaires dans les systèmes, c'est seulement que 3 et 4 ont été jumelés quand on parle de 4 phases. Donc, l'architecture du sommeil comprend 5 phases ou 5 stades. Chaque phase a un effet différent sur l'organisme. Et puis, chaque fois que le sommeil atteint la phase 5, il y a un cycle de sommeil qui se termine, puis un autre qui peut commencer. Donc, un cycle qui va de 1 à 5, ça dure à peu près 1h30, 90 minutes. Une nuit de sommeil est donc un enchaînement de plusieurs cycles de 90 minutes. C'est pas comme si on est en phase 5 profond, là, puis durant 7 heures, puis après ça,
on revient. Non, c'est vraiment des cycles avec les 5 phases qui se succèdent l'un à l'autre. Ici, on voit vraiment comment, bien que les cycles durent à peu près tous 90 minutes, vous avez peut-être remarqué que plus la nuit avance, il semble que la phase 1 et 2, ça diminue, puis la phase 5, hein, le Rapid Eye Movement, hein, REM Sleep, ça prend de plus en plus de place. De sorte qu'à la fin de la nuit de sommeil, là, la majeure partie du cycle est composée de la dernière phase. Donc, oui, ça dure environ 90 minutes, un cycle, mais la composition du cycle n'est pas identique. Elle évolue et plus le nombre d'heures de sommeil avance, plus les cycles vont être des cycles où le sommeil profond va être important. C'est pour ça que si vous dites, ben moi, au lieu de dormir une nuit de 8 heures, je vais dormir 3 fois 3 heures dans la journée, pas une très bonne idée parce que, voyez-vous, à 3 heures, vous allez avoir eu quelques minutes de REM plusieurs fois. Vraiment pas la chose à faire. Puis ça, c'est intéressant parce que parfois, il y a des gens qui peuvent penser, ah, ben, au lieu de 8 heures, je vais faire 2 fois 4 heures, ou c'est pas comme ça que le corps fonctionne. Permettez-moi de vous décrire un peu les phases. Évidemment, après la présentation, je vais vous entretenir un peu de quelques considérations plus théologiques au niveau du sommeil. Donc, la phase 1, on parle souvent de 5 à 10 minutes par cycle. C'est au total peut-être même 5 à 10 % du sommeil chez un adulte. On a, si on place des petites électrodes sur le crâne, hein, si on fait un électroencéphalogramme, un EEG, dans une clinique du sommeil ou dans une université où on fait une recherche, on va voir qu'il y a des ondes θ, donc d'amplitude moyenne. Il y a des ondes. Hein, notre cerveau est un émetteur radio très perfectionné à bien des égards. Selon le type de sommeil, le type d'éveil, il n'y aura pas les mêmes ondes. On a mesuré ces ondes-là entre 4 à 7 Hz, la fréquence. Et dans la phase 1, il va y avoir une diminution du tonus musculaire. Hein. On va être moins tonique au niveau de nos muscles. Il y a une sensation de tomber. Il va y avoir dans la phase 1 des contractions musculaires rapides, courtes. C'est la phase où on est facilement réveillé. Souvent, les gens qui vont se réveiller à cette phase-là vont mentionner qu'ils ne dormaient pas. Peut-être que votre époux, votre épouse ou votre parent, votre enfant s'était endormi depuis 5 minutes, puis pour une raison quelconque, vous êtes allé la réveiller ou le réveiller, puis ils disent « Ah ben moi non, vous vous excusez en disant « Je m'excuse de t'avoir réveillé », puis ils répondent « Non, non, je ne dormais pas ». Bien, clairement, ils semblaient dormir, mais non, non. Ils ont vraiment l'impression honnête qu'ils ne dormaient pas parce que c'est vraiment très léger. Ils sont sincèrement dans l'erreur. D'un point de vue neurologique, ils dormaient, mais bon, ils sont sincèrement dans l'erreur à ce niveau-là. Phase 2, on est à 20 à 30 minutes par cycle, évidemment. Comprenez que pourquoi je mets de 20 à 30, ça va en diminuant, je vous l'ai mentionné. Ça représente au global 45 à 55 % du sommeil chez un adulte. Il y a encore des ondes θ. Moins de contractures musculaires dans la phase 2. Hein, les mouvements des yeux cessent. Il y a une diminution du rythme cardiaque. Si vous preniez le pouls de la personne, le cœur vraiment bat moins vite. Et il y a une légère diminution de la température corporelle. C'est particulier, hein? La phase 3. Et là, ici, la phase 3, Slow Wave Sleep. SWS, c'est dans les systèmes à 4 phases. On jumelle évidemment les phases 3 et 4 du système à 5 phases. Fait que si on a une phase 3, mais version là, SWS, là, 4 étapes, on représente à peu près 15 à 25 % du sommeil chez un adulte. Onde delta cette fois-ci, entre 0 et 3,5 Hz de fréquence. Et c'est la phase où il va y avoir des terreurs nocturnes, le somnambulisme, l'énurésie, la somniloquie. Donc, vous allez le voir, là, dans cette phase-là, s'il y a des rêves, il n'est pas supposé avoir des rêves dans la phase 3. Les rêves sont dans la phase 5 ou la 4, le REM sleep. Quand il y a un rêve ailleurs que dans le REM sleep, ben, c'est souvent un cauchemar. Si on détecte un rêve, il n'est pas supposé avoir de rêve, là. Ça ne sera pas des beaux rêves habituellement. Énurésie, donc ça, c'est quand les gens, malheureusement, vont uriner durant leur sommeil dans leur lit. Le somnambulisme, ils vont se lever, ils vont faire des choses en dormant. Et la somniloquie,
ils vont parler durant leur sommeil. Parfois, ça va être seulement quelques mots qui vont être bredouillés. Parfois, il va y avoir des phrases complètes qui vont être intelligibles. Hein? C'est particulier. Hein? Qu'est-ce qui peut amener de la somniloquie? Il y a des études qui ont démontré que les gens qui vont faire un exercice physique extrêmement intense avant d'aller se coucher, ça peut augmenter un peu les chances de faire de la somniloquie. Définitivement, il y a des gens qui ont des parasomnies. Les parasomnies, c'est des problèmes, des maladies du sommeil qui peuvent amener un symptôme de somniloquie. La consommation de certaines drogues et d'alcool avant le coucher, de certaines substances psychotropes ayant un impact sur le système nerveux central peuvent amener également de la somniloquie. Donc, il y a différentes choses qui peuvent amener cela il y a toute une série de diagnostics au niveau des troubles comportementaux du sommeil. Il y a tout un spectre de problèmes qui peuvent se présenter. Maintenant, la phase 3 jumelée, avant 2008, hein, ils étaient séparés en deux, ces phases-là. Onde delta, un sommeil modéré à profond, on n'a pas de mouvement des yeux, on est relax. Il y a une diminution progressive des signes vitaux, je l'ai mentionné, c'est la même chose. Hein. On vous décrit la partie 1 de la phase précédente. Là. On diminue la température, la pression sanguine, le rythme respiratoire, le rythme cardiaque. Et les cauchemars sont habituellement dans cette phase-là. Pas dans un rêve qui va être dans la bonne phase, dans le REM sleep, ça ne sera pas un cauchemar habituellement. C'est ce qui semble être démontré dans les études. Phase 4, qui est la deuxième partie de la nouvelle phase 3 là, que je vous ai mentionné. 30 minutes par cycle à peu près, onde delta entre 1 à 4 Hz. C'est vraiment le sommeil le plus profond. Je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est très difficile d'éveiller un individu dans cette phase-là. Les signes vitaux sont à leur plus bas. Les signes vitaux sont plus bas en phase 4 que dans la dernière phase. Dans la dernière phase, les signes vitaux reviennent quasiment à normal. C'est vraiment particulier. Donc ici, là, c'est là que la température va baisser le plus, le rythme cardiaque, le pouls, la respiration, tout baisse à son maximum à la phase 4. Il n'y a pas de mouvement des yeux, les réflexes demeurent intacts. Et puis là, boum, on arrive à une fluctuation majeure, la dernière phase, la phase du Rapid Eyes Movement, hein, en français, le mouvement rapide des yeux, qui est caractéristique. Donc, évidemment, en dormant, on a les paupières fermées, mais en dessous des paupières, il y a un mouvement très rapide des yeux qui peut parfois même être visible chez un observateur qui vous regarderait dormir dans une clinique du sommeil, par exemple. À travers les paupières, certains vont voir même le mouvement là, des yeux assez rapide. Donc, elle est communément appelée la phase REM. C'est 20 à 25% du sommeil chez un adulte. Un adulte qui va dormir assez, on s'entend, si on dort 6 heures versus 9 heures, comme la phase 5 prend de plus en plus de place au fur et à mesure que les cycles se succèdent dans une nuit de sommeil, c'est pour ça que c'est 20 à 25% sur une nuit normale. Quelle est la normalité? Celle que je vous ai présentée au début dans une des premières diapos. C'est aussi appelé le sommeil paradoxal. Un paradoxe, c'est quelque chose qui a de l'air de se contredire, mais qui ne se contredit pas vraiment. C'est ça un paradoxe. Pourquoi on l'appelle le sommeil paradoxal? Parce que les gens vont vraiment là, avoir des signes vitaux qui est quasiment comme l'état d'éveil. Pourtant, c'est le sommeil où les gens sont les plus difficiles à réveiller. Donc, dans ce sens-là, c'est le sommeil le plus profond, dans le sens où ils sont les plus difficiles à réveiller. Mais ce n'est pas le sommeil le plus profond en termes de signes vitaux. Là. Pour ça, c'est de 18 à 25 minutes par cycle. Et pourquoi les gens dorment si profondément alors que les signes vitaux sont quasiment semblables à l'éveil? Il y a plusieurs théories en neurosciences, mais il semble qu'il n'y a pas une réponse claire qui soit acceptée de tous. Il va y avoir des ondes alpha et bêta d'amplitude très faible, plus que 8 Hz de fréquence. La consommation du cerveau dans cette phase-là, elle est plus élevée qu'à l'état d'éveil. Donc, non seulement on a remonté là, les signes vitaux, mais au niveau de la consommation d'oxygène, c'est encore plus élevé que quand vous êtes réveillé. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant
Parce qu'on pourrait avoir l'impression que quand on dort, il n'y a pas grand-chose d'important qui se passe. Faux. Au niveau du cerveau, là, il semble avoir quelque chose qui consomme davantage d'essence, si vous me permettez une analogie automobile, que quand on est réveillé. Très, très intéressant ici. Les signes vitaux indiquent l'état d'éveil à tort. On n'est pas réveillé, on est dans le sommeil le plus profond et le plus difficile à réveiller, profond dans ce sens-là. Il y a une irrigation sanguine, hein, le mouvement du sang dans le cerveau, qui est aussi élevé qu'à l'état d'éveil. Oxygène plus élevé, le flux sanguin aussi élevé qu'à l'éveil. Pourtant, on est profondément endormi. Durant cette phase-là, la phase 5, le REM, il y a des régions du cerveau qui ont une irrigation supérieure à l'état d'éveil. L'hippocampe, l'aire occipito-temporale, le cerveau antérieur basal, puis il y a d'autres régions du cortex. Donc, il y a des endroits précis où il y a vraiment une augmentation là, supérieure à l'éveil qui ont donné lieu à plusieurs hypothèses scientifiques et à plusieurs théories de « OK, pourquoi l'hippocampe? Cet organe qui va être impliqué dans le circuit de l'anxiété, où il va y avoir un peu l'espèce de mémoire positionnelle. Hein? Si vous dites, moi, j'ai de la difficulté dans un stationnement à me souvenir où est mon véhicule, il semble que ce genre de mémoire spatiale en 3D positionnelle il y a une grande contribution de l'hippocampe là-dedans. Donc, pourquoi l'hippocampe quand on dort? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est intéressant. Il est connu qu'un manque de sommeil va vraiment jouer un rôle malsain hein, au niveau des troubles anxieux et de plusieurs problèmes reliés à de l'anxiété. C'est la phase du sommeil où il y a des rêves. Je ne vous parle pas de cauchemar ici. Ici, on voit le genre de tracé qu'un EEG, un électroencéphalogramme, va donner. Vous allez voir étape 1, 2, 3 et 4 et le REM en secondes. Bon, ça, c'est au niveau des ondes du cerveau. La régulation du sommeil. Comment ça fonctionne dans le corps? La régulation du sommeil, d'un point de vue physiologique, c'est la transition entre deux états. On est éveillé ou on dort, et l'état de sommeil. Et puis, ces états-là sont stables. Et puis, il y a évidemment une instabilité à un certain degré dans les états intermédiaires. Quand on se réveille ou quand on est en train de s'endormir, on n'est pas pleinement réveillé ni pleinement endormi. Bon, ça n'a pas une grande importance pour notre discussion. Le sommeil est influencé par deux mécanismes biologiques qui travaillent ensemble, donc l'état d'éveil et puis le sommeil. Et puis, ces mécanismes-là se matérialisent dans la régulation homéostatique puis le cycle circadien. Je vais vous expliquer. Il s'agit vraiment là de mécanismes hormonaux dans le corps qui vont nous amener à s'endormir quand on doit et à être réveillé quand on le doit et qui, dans certaines problématiques, vont malheureusement être déréglés, débalancés. Donc, la régulation homéostatique, donc la balance, l'équilibre dans le corps, hein, c'est contrôlé en bonne partie par l'hypothalamus, qui lui aussi a un rôle dans le circuit de l'anxiété, soit dit en passant. La régulation homéostatique tient compte du besoin de sommeil d'un individu. C'est ce qui rappelle au corps le besoin de dormir après un certain temps. Puis il va contrôler l'intensité du sommeil. Par exemple, si vous cherchez, peut-être que ça vous est déjà arrivé, à ne pas dormir pour une raison quelconque. Vous avez fait un concours avec quelqu'un, une gageure, ou peu importe, hein, je ne sais pas, vous aviez des études à faire à l'école. Plus vous attendez, plus le désir, vraiment le besoin de dormir va devenir de plus en plus fort. Et puis, va influencer l'individu à dormir plus longtemps et plus profondément après une période d'absence de sommeil. Par exemple, peut-être que vous avez déjà passé ce qu'on appelle souvent dans le langage commun une nuit blanche. Donc, une nuit où vous n'avez pas dormi du tout et vous allez travailler après. Il est possible que le désir de sommeil, de dormir après une nuit blanche, hein, une nuit sans sommeil, soit extrêmement fort. Peut-être que vous n'allez même pas ressentir l'appétit, il faut aller dormir. Et là, au lieu de votre 8 heures habituelle, peut-être que vous allez dormir 14 heures, qui sait, ou 12 heures. Ça va dépendre des individus, ça. Donc ça, c'est la régulation homéostatique de votre corps qui va faire ça. Les principaux facteurs qui vont influencer le besoin de sommeil. L'exposition à la lumière va vraiment avoir un impact. Croyez-le ou non, même quand vos paupières sont fermées,
la lumière va quand même traverser un peu la paupière, qui est une membrane de la peau qui est mince. Et quand il y a de la lumière, la rétine qui va percevoir la lumière va amener la sécrétion de certaines substances. C'est pour ça que c'est plus facile de se réveiller sur de la lumière. Si vous cherchez à vous réveiller dans un noir le plus complet, pas idéal. Si, à l'inverse, vous avez une lumière éclatante, puis vous fermez les yeux pour essayer de dormir, il est possible que vous ayez de la difficulté à vous endormir. C'est pour ça qu'on dit aux gens qui ont de la misère à dormir d'avoir vraiment des bons volets qui ferment et puis où c'est sombre. Il y a également donc de la difficulté à se rendormir quand il y a de la lumière ou à s'endormir. Bon, il y en a qui vont s'endormir comme il faut, mais s'ils se réveillent en cours de nuit, ben, ça va être difficile de se rendormir sur de la lumière. Il y a des conditions médicales qui vont influencer cela, le stress. Le stress va souvent nuire au sommeil. C'est connu que les gens qui vivent beaucoup d'anxiété vont parfois faire de l'insomnie. L'environnement de sommeil est important. Si on fait plusieurs choses dans l'endroit où on va dormir, par exemple, si vous avez un petit studio, un petit appartement où votre lit est à côté de la cuisine et puis à côté de votre bureau de travail, c'est une grande pièce où vous faites tout. Il est possible que si vous avez moindrement de fragilité pour le sommeil, que ça soit accru. Il est connu que c'est plus facile de s'endormir quand vous dormez dans une pièce où vous ne faites que dormir. Certainement pas si vous avez une pièce où vous écoutez la télévision, puis vous faites de la cuisine, puis vous travaillez. C'est difficile parce qu'il y a des associations mentales qui sont reliées à l'éveil dans cette pièce-là. Ça peut jouer chez des gens plus fragiles au sommeil. L'alimentation peut jouer également. Il y a des aliments qui vont aider, d'autres qui vont nuire. La médication peut aider ou nuire au sommeil également. Maintenant, le deuxième mécanisme physiologique pour gérer l'éveil et le sommeil, c'est le cycle circadien, qui est un peu l'horloge biologique de votre corps, d'un point de vue hormonal. Circadien, ça vient du latin de circa, autour. Circa, c'est comme un cercle un peu autour. Puis dies, une journée, autour de la journée. C'est l'horloge biologique du corps. Le rythme circadien remplit un grand nombre de fonctions dans le corps. Il va gérer pas juste le sommeil, la température de votre corps, le métabolisme. On ne consomme pas de la même manière d'énergie dans notre corps, aux mêmes endroits, aux mêmes organes, la nuit que le jour. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du système nerveux sympathique et parasympathique et de comment c'est pas la même absorption également énergétique, puis c'est pas la même gestion. Bon, ça vient du cycle circadien. Le relâchement d'hormones est différent. Il y a le cycle du sommeil également. Le moment où un individu s'endort puis se réveille, peut-être que vous vous réveillez toujours à la même heure, sans alarme, en congé comme sur semaine. Et là, vous dites comment ça fonctionne. L'horloge du corps est quand même bien faite. Puis parfois, quand elle n'est pas trop déréglée, surtout si on est habitué de dormir au même moment puis de se réveiller au même moment, le corps, il va le gérer puis il va tenir compte du temps, là, même si on n'en est pas conscient. Il faut comprendre que le cycle circadien, ce n'est pas quelque chose dont on est conscient. C'est une horloge, mais qui est interne. On n'en est pas conscient. On perd la notion du temps quand on dort, mais pas le cycle circadien. Lui, il s'en souvient. Le rythme circadien, il couvre une durée à peu près de 24 heures, autour de la journée. Et il va répondre aux indices environnementaux. S'il y a beaucoup de lumière, la température, mais il est capable de fonctionner sans. Et le rythme circadien il est entraînable par la lumière puis la chaleur. Donc, on est conditionné puis on s'habitue à toutes sortes de moyens de s'adapter. Dieu nous a très bien fait. Les débalancements du rythme circadien, ils peuvent influencer le développement de problèmes métaboliques, d'obésité, d'ailleurs, de diabète, même de dépendance à la drogue, toxicomanie. Ça, c'est prouvé. Je vous disais, on dort un tiers de notre vie à peu près. Les gens qui ont des problèmes de sommeil vont, dans bien des études, montrer une prévalence supérieure à développer des problèmes de drogue, de toxicomanie. Il semble que ça soit la pire chose à faire si vous êtes au régime et vous voulez perdre du poids que de diminuer votre sommeil. Il semble que ça contribue même au gain de poids, ça, les problèmes de sommeil. Également, il y a le système glio-lymphatique dans le cerveau, qui est un peu le concierge de votre système nerveux, qui fait le ménage uniquement quand vous dormez.
si on ne veut pas avoir trop de déchets dans le système nerveux, il faut que le concierge puisse faire le ménage de temps en temps. Or, s'il ne travaille que de nuit, ben, il faut dormir. Hein. Quand je dis de nuit, ben, je devrais dire durant le sommeil. Donc, c'est la raison ici pour laquelle le décalage horaire chronique. Vous savez, les voyageurs qui changent souvent d'horaire, ils vont en Europe, puis là, ils vont au Québec, puis ils se promènent, puis là, ils vont aller en Asie, jour, soir, nuit, ou encore, c'est pas des voyageurs, mais c'est des travailleurs dans une usine où il y a un shift de jour et de soir et de nuit. Ben, à la longue, c'est connu, hein? C'est très connu que c'est des gens qui vont être beaucoup plus à risque de vivre des débalancements au niveau de leur cycle circadien. Débalancement qui peut causer toutes sortes de problèmes physiologiques et même des problèmes de l'humeur. Hein? Les neurotransmetteurs impliqués dans l'état d'éveil, c'est les monoamines. Les monoamines, hein, mono, une seule amine, ça c'est un type de protéine, une amine, en biochimie. Donc dopamine, norépinéphrine, sérotonine. Vous savez, la norépinéphrine, c'est comme l'adrénaline. Si vous faites piquer par de l'adrénaline, une piqûre d'adrénaline, inquiétez-vous pas, vous allez vous réveiller. Hein? Ça ne sera pas agréable. Ça va être d'une manière extrêmement vive. Vous auriez préféré avoir un seau d'eau glacée sur vous, probablement, que cette piqûre-là. Le cœur va vous débattre. N'essayez pas. Hein? Acétylcholine, histamine, l'orexine, l'hypocrétine. Donc, ça, c'est des neurotransmetteurs qui vont être sécrétés par le corps pour maintenir un état d'éveil. C'est pas que ça. Ils ont toutes sortes d'autres fonctions, mais ils vont être là dans l'état d'éveil. Ils vont certainement empêcher le sommeil à bien des égards, selon leur concentration. Maintenant, au niveau de l'état de sommeil, on a l'adénosine, le GABA. Le GABA qui, souvenez-vous, est le neuromédiateur qui va servir à atténuer la douleur pour pas que quand on se fait mal, si on se coupe ou on se donne un coup de marteau sur le doigt, que la douleur soit vraiment incessante puis croissante. Il faut que ça finisse. Hein? On n'est pas pour avoir mal constamment. Le GABA, ben, il va être le neuromédiateur qui va moduler, heureusement, cette douleur-là. Il amène également de la somnolence, mélatonine et la galanine. Mélatonine, ça, il faut être prudent parce que plusieurs études montrent que c'est un neurotransmetteur qui va provoquer le sommeil à petit dosage et qui va finir par avoir un effet rebond et inverse à plus haut dosage. Donc, ici, quand je vous parle de neurotransmetteurs impliqués, il ne faut pas avoir la pensée que plus on en prend, mieux c'est, puis ça va être plus fort. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est compliqué. Parfois, un neurotransmetteur dans un certain dosage, une certaine concentration, va donner un effet qui va être opposé à un autre. Donc, si vous avez une prescription de votre médecin qui vous disait de prendre de la mélatonine pour dormir, puis vous dites, moi, j'ai vraiment besoin de dormir, je vais en prendre le double, il ne le saura pas, puis de toute manière, je vais faire mon affaire. Peut-être que vous allez dire, hey, ça ne fonctionne pas, je suis encore plus réveillé qu'avant. Ouais, mais le dosage devait être respecté. Donc, ça, c'est des neurotransmetteurs impliqués dans l'état de sommeil. À quoi ça sert physiologiquement le sommeil? Bon, certainement, il y a un aspect de préservation de l'énergie durant la nuit, parce que bien qu'il y ait une augmentation de l'oxygénation au niveau du cerveau, etc., puis durant le sommeil REM, au global, on dépense moins d'énergie, tout notre corps, la nuit, que le jour. Quand je parle de nuit ici, évidemment, je parle du sommeil. Si vous travaillez la nuit et dormez le jour, ben, je fais référence au sommeil ici. Il y a une restauration ici au niveau des blessures, au niveau du système immunitaire. Il y a vraiment un effet mesurable à cet endroit-là. Je vous ai parlé un peu du système glio-lymphatique, où il y a des déchets dans le système nerveux central, tels que des immunoglobulines, des fragments protéiques, des protéines intactes, qui vont être nettoyés par ces concierges-là durant que l'on dort. Au niveau endocrine, c'est les hormones qu'on va sécréter. Il va y avoir le cortisol, le TSH, qui vont être sécrétés ici de manière diurne. Il va y avoir également les hormones de croissance, GH pour Growth Hormone en anglais, la prolactine, qui vont être sécrétées durant le sommeil, puis supprimées lors de l'éveil. Donc, voyez-vous, il y a vraiment des substances qui nous gardent réveillés le jour et qui nous font dormir durant le sommeil. C'est vraiment ça qui nous maintient à l'état d'éveil ou de sommeil. La sécrétion de mélatonine va augmenter avec l'apparition de lumière légère, va atteindre son sommet lors de la noirceur,
puis il va diminuer lorsqu'il y a une lumière brillante qui survient. On s'est bien fait. Dieu nous a fait pour que quand c'est le jour, puis il y a de la lumière, ben, on soit réveillé. Maintenant, c'est pas un péché de travailler la nuit, mais on a été fait par Dieu pour travailler le jour et dormir la nuit, donc la lumière va nous influencer, etc. C'est important de le réaliser. Le traitement de la mémoire. Il semble vraiment que durant le sommeil, il y ait un traitement de la mémoire qui soit fait. Ça consolide la mémoire et aide à ensuite l'apprentissage. Donc, de faire trop de nuits blanches parce que vous voulez étudier et avoir de meilleurs résultats, ça pourrait s'avérer contre-productif, puisque vous allez nuire à la consolidation de votre mémoire. Il faut dormir un peu si vous voulez avoir des bons résultats, parce que peut-être que les heures d'études de plus ne porteront pas le fruit que vous aviez souhaité. Les fameux rêves, à quoi ça sert un rêve? Qu'est-ce qu'on connaît des rêves? On ne connaît pas tout, hein? On n'est pas certain, il y a plusieurs théories. Pourquoi les rêves, sauf quand c'est des cauchemars, ça survient habituellement dans le REM? Puis à l'inverse, pourquoi les cauchemars, c'est juste quand c'est pas dans le REM? On croit que peut-être les rêves consolident la mémoire long terme, hein, entre l'hippocampe et le néocortex. Il est possible également que nos rêves nous aident à gérer nos émotions, à la régulation des émotions. D'ailleurs, parfois, il y a plusieurs choses qui vont être présentes dans nos rêves, des choses qui vont être, qui seraient tragiques. Hein? On va rêver à des enjeux, puis à des éléments, là, peut-être qui seraient en lien avec une aggravation de situation dans notre quotidien, mais qui arriverait peut-être pas, puis qu'on met peut-être de côté, mais on va gérer ça dans le sommeil. C'est des hypothèses qui font pas le consensus, qui sont peut-être erronées, mais des hypothèses qui circulent dans les milieux scientifiques. Les cauchemars vont souvent survenir chez les individus qui vivent un haut taux de stress, donc qui ont des problèmes de sommeil, bien souvent. Il est possible que des débalancements de neurotransmetteurs puissent être à la source de cauchemars. Il est possible. Donc ça, c'est intéressant. Conseil pratique pour avoir un bon sommeil, il est communément accepté que la régularité, le cerveau aime la routine. Ça, le cerveau humain aime la routine. Donc, aller au lit et se lever à la même heure chaque jour, c'est quelque chose qui semble aider beaucoup. Faire de l'exercice 20 à 30 minutes par jour, mais jamais moins de quelques heures avant d'aller au lit. Éviter la caféine et la nicotine tard dans la journée, puisque ce sont des substances qui vont stimuler le système nerveux central. Éviter les breuvages contenant de l'alcool avant d'aller au lit. Si vous dites une bonne coupe de vin avant le coucher, ça va aider à dormir. Peut-être que vous allez vous endormir sur le coup, mais la qualité de votre sommeil va être perturbée par l'alcool et va être diminuée. Vous n'aurez pas le sommeil que vous auriez si vous n'aviez pas pris d'alcool. Il ne faut pas penser que ce qui va m'aider à m'endormir va aider mon sommeil. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça, c'est démontré, c'est documenté. La relaxation avant d'aller au lit, un bain chaud, la lecture, etc., ça peut être très, très bénéfique. Si vous ne réussissez pas à vous endormir, ne pas rester étendu dans notre lit éveillé, mais plutôt se lever, faire quelque chose et retourner après, c'est ce qui est conseillé. Donc, se lever, aller lire un peu ou écouter la musique et retourner jusqu'à ce qu'on soit fatigué. Mettre à part une pièce qui sert uniquement à dormir, où il n'y aura pas des sons intenses, des lumières très très fortes, où il va y avoir une température confortable. Ne pas regarder la télévision dans votre chambre pour ne pas l'associer à d'autres choses. Ne pas utiliser d'ordinateur dans votre chambre non plus, pour ne pas associer la chambre à d'autres choses. Ce qui peut être de plus en plus populaire, hein, utiliser des ordinateurs dans la chambre de nos jours, au moins en Amérique du Nord. Maintenant, j'aimerais... Maintenant que j'ai pu parler un peu du sommeil qui va avoir un impact sur notre humeur, sur notre, à bien des égards, hein, sur notre, par ricochet, sur notre relation avec Dieu, avec les autres. C'est important le sommeil, c'est important d'en parler. Pourquoi Dieu nous a fait comme des créatures qui dorment? Pourquoi il nous a créés avec le besoin de sommeil? Parce qu'on est créé à l'image de Dieu, mais il semble que Dieu ne dorme pas, lui. Dans le psaume 121, il est dit « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Est-ce qu'il s'agit uniquement d'une image poétique? Eh bien, non, il semble que Dieu soit pleinement conscient
omniconscient, si je pouvais construire le mot ainsi, et qu'il n'ait pas besoin de dormir, lui. Donc, si on est créé à son image, pourquoi nous a-t-il créé avec le besoin de dormir? Certainement, il y a un cadeau d'amour ici. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Le sommeil nous aide à décrocher. On n'a pas le choix de dormir, donc on ne peut pas être tout le temps en train de faire des choses. Ça nous rappelle qu'on n'est pas Dieu, qu'on n'est pas le Messie et qu'on ne peut pas tout contrôler. Ça, c'est définitivement une des choses que le sommeil nous donne. Et là, j'ai mis Piper en gros parce que je me suis inspiré ici dans ce que je vous rapporte d'un excellent article de John Piper que vous allez pouvoir trouver sur Internet ou sur desiringgod.org. Et puis, il a amené là, une réflexion biblique sur le sommeil que je trouve très intéressante, puis dont je rapporte certains éléments ici. Pour nous rappeler la souveraineté de Dieu. Quand on dort, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va décéder, puis on ne se réveillera pas sur cette terre? Est-ce que quelqu'un qu'on connaît va mourir? Est-ce qu'on va faire faillite? Tout peut survenir quand on dort. C'est quasiment comme si Dieu nous a conditionnés avec des éléments pour nous favoriser à lui faire confiance. Il nous disait, regarde, c'est de plus en plus aberrant que de ne pas faire confiance à Dieu. Tu ne peux pas contrôler, tu dois dormir. Ça semble être un des conditionnements que le sommeil peut avoir sur nous. Le besoin de dormir combiné à la douceur du sommeil, c'est une protection de Dieu contre notre folie et la manière malsaine dont on peut potentiellement vivre nos vies. Le besoin de dormir, c'est une manière d'exercer notre foi puis de faire confiance à Dieu au niveau des choses à accomplir, au niveau de notre santé, notre sécurité, ce qu'on aime. C'est le lâcher-prise dont je vous parlais là, il y a quelques instants. Moi, je vous encourage à penser à ça. Quand vous allez dormir cette nuit, ou ce jour, selon si vous travaillez de nuit ou pas, prenez vraiment votre sommeil comme étant quelque chose pour lequel il faut remercier le Seigneur, qui vous oblige à lâcher prise quand vous avez de la difficulté à lâcher prise. Peut-être que c'est votre cas. Puis, jouez le jeu, entre guillemets. Hein, vous n'avez pas le choix de toute manière, d'un certain point de vue. Seigneur, Seigneur, j'ai pas le choix de te faire confiance et merci de me le rappeler chaque jour. Puis de m'aider à m'abandonner à toi chaque jour, par ce rappel qu'est le sommeil pour moi. Maintenant, vous savez, il est possible, malgré tous les rappels que l'on a dans la création, d'ignorer que Dieu existe. Il est possible, malgré tous ces rappels de notre incapacité à contrôler notre monde et de faire confiance à Dieu, de ne pas le faire. Mais le sommeil, je vous encourage à le voir comme quelque chose de bon, qui est un cadeau, qui nous amène à s'abandonner à Dieu, puis à lui faire confiance, puis à lâcher prise. Pas à être nonchalant et indifférent, mais à lâcher prise sur ce qui appartient à Dieu et à stimuler notre confiance et notre foi en lui. Je vous encourage à être prudent au niveau de votre sommeil, à être de bons intendants de la santé que Dieu vous donne et définitivement à vous abandonner toujours plus à un Dieu qui est compatissant, qui est bienveillant et qui mérite toute notre confiance. Que Dieu vous bénisse